Bonjour tout le monde, il est maintenant midi et une. Donc, je vous souhaite la bienvenue à un autre webinaire du Réseau 1 Québec. Mon nom est Mathieu Menu, je suis co-responsable de la fonction renforcement des capacités. Puis, je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Julie Lane qui présentera sur le comment et le pourquoi d'accompagner l'implantation des innovations et de bonnes pratiques cliniques et de gestion. C'est un sujet fort intéressant, puis vous êtes nombreux à s'inscrire à ce webinaire aujourd'hui. Avant de commencer la présentation, je veux tout d'abord vous rappeler de quelques petites consignes. Donc, cette séance est enregistrée afin de pouvoir être conservée dans la bibliothèque des présentations du réseau 1. Puis, on vous invite à fermer vos micros pendant la présentation afin d'avoir la meilleure qualité sonore possible. Si vous avez des questions, on vous invite à poser vos questions à la fin de la présentation de Julie. Vous pouvez poser vos questions de deux façons. Vous pouvez cliquer sur l'icône « Levez la main ». Puis, dans ce temps-là, on va vous ouvrir votre micro. Puis, vous allez pouvoir poser votre question oralement à Julie. Puis, sinon, à tout moment pendant la présentation, vous pouvez écrire vos questions dans la boîte de questions. Puis, à la fin de la présentation, je vais lire les questions à Julie, puis elle pourra vous répondre en temps et lieu. On est nombreux aujourd'hui, donc si jamais on ne réussit pas si jamais Julie ne répond pas à vos questions parce qu'on manque de temps, bien, Daniel Shermer fera le suivi avec vous, puis Julie pourra répondre à vos questions par courriel. Donc, notre invitée aujourd'hui est Julie Lane, qui est chef de service du service de courtage et transfert des connaissances et des pratiques de pointe à la direction administrative de la recherche au CIUS de l'Estrie CHU de Sherbrooke. Donc, j'imagine que l'acronyme pour ça, pour ton affiliation, est vraiment très, très épouvantable. Son service pilote plusieurs projets nationaux qui visent à accompagner l'implantation de bonnes pratiques cliniques et de gestion. Puis, Julie est également professeure associée à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Donc, je suis très contente que vous êtes ici avec nous. Donc, bienvenue à vous tous. Et sans plus tarder, on va prendre juste une minute pour changer de présentateur. Et je céderai la parole à Julie. Puis aussi, je veux vous informer, avant de faire ça, qu'il y a deux documents que vous pouvez télécharger qui sont dans la section documents à distribuer de votre panneau de configuration. Donc, vous pouvez ouvrir ces documents-là, c'est pour accompagner la présentation de Julie. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté un si grand nombre de participer à ce webinaire. Merci à Mathieu et Daniel aussi pour l'organiser. Je dois vous dire d'entrée de jeu, étant donné que vous avez l'opportunité de recevoir des unités de formation continue, que j'ai aucun intérêt commercial ni soutien commercial. Donc, les objectifs du webinaire que je vous propose consistent, dans un premier temps, à démontrer l'importance d'accompagner l'implantation des bonnes pratiques. Par la suite, je vais vous exposer une démarche et des outils qui nous permettent d'accompagner l'implantation des bonnes pratiques dans différents projets qu'on pilote. Puis, je vais me permettre d'illustrer aussi cette démarche-là et ces outils à l'aide de différents projets pour vous permettre de rendre ça le plus concret possible. Ce webinaire est élaboré à partir du guide pour accompagner l'implantation des bonnes pratiques que j'ai élaboré avec mon équipe. Ce guide est disponible sur le site de la webdiffusion. Avant de débuter, je vais simplement me présenter. Donc, je suis une chercheure de formation qui a réalisé rapidement que ma patience n'était pas suffisante en recherche. Les processus, les détails administratifs ne sont pas faits pour moi, où je suis orientée vraiment à entraîner rapidement des changements de pratique pour le bien-être de la population. Donc, je travaille en milieu de pratique depuis 12 ans. Initialement au C3S UGS et maintenant au CIUS de l'Estrie CHUS,
qui a une mission universitaire et par cette mission universitaire, il se doit de soutenir l'ensemble des établissements du réseau de la santé et des services sociaux dans des changements de pratiques. Je gère le service de courtage et transfert de connaissances et pratiques de pointe au fil des années, on a développé une expertise pour accompagner l'implantation des bonnes pratiques dans l'ensemble du réseau de la santé et des services sociaux. Mon équipe est composée d'une vingtaine de courtiers de connaissances, de recherchistes, de bibliothécaires qui favorisent l'utilisation des connaissances issues de la recherche et de l'expérience dans les pratiques cliniques et de gestion. Des gens de cœur orientés à faire une différence là, pour le bien-être de la population. Cette expertise-là est reconnue par le ministère de la Santé et des Services sociaux ainsi que par la Commission Santé et Services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador, qui fait appel à mon service pour piloter des changements de pratiques dans l'ensemble du réseau. Qui êtes-vous? Vous êtes supposé être plus de 250 personnes inscrites. Plusieurs d'entre vous m'ont nommé que vous étiez une seule personne à s'inscrire, mais que vous aviez derrière vous plusieurs autres personnes. J'ai analysé un peu la liste des inscriptions, donc vous voyez que vous êtes des intervenants, des superviseurs cliniques, des conseillers cadres cliniques, des médecins, des gestionnaires, des courtiers de connaissances, des professionnels de recherche. Vous êtes issus des CIS et des CIUS, de CHU, du ministère, de l'INSPQ, de l'INES, des universités, des centres de transfert de connaissances et même de compagnies pharmaceutiques. J'imagine que vos attentes sont basées sur le résumé que je vous ai fourni pour vous inscrire à ce webinaire. Ce que je vous présente est très cohérent avec ce résumé, mais l'ampleur de l'engouement suscité par cette participation amène un stress pour moi dans un contexte où c'est vraiment la première fois que je fais une présentation à mon ordinateur, donc où je ne vous vois pas, avec le stress que peut-être vous n'avez pas pu tous vous connecter là, par rapport à l'information que je vois à l'écran et que vous allez voir, je vais vous partager plein de principes qui guident nos actions pour entraîner des bonnes pratiques. Puis cette modalité de webinaire ne me permet pas de prêcher par l'exemple. Je vais juste vérifier une petite chose avant de poursuivre. Mathieu, dis-moi, moi je vois à mon écran toutes les informations relatives au webinaire, puis ça cache un peu mon diaporama, mais est-ce que les gens voient le diaporama correctement? Oui. Oui, ça va super bien, on voit tout. OK, merci beaucoup. Donc, débutons avec le premier objectif qui consiste à se poser la question, pourquoi accompagner l'implantation des bonnes pratiques, en quoi c'est important et qu'est-ce qu'on entend par accompagner. Donc, vous êtes au courant des besoins évolutifs de la population, des situations de soins qui se complexifient sans cesse, de la multiplication des savoirs d'expérience de ces praticiens chevronnés, mais pour qui on n'a pas le temps malheureusement ou d'outils de documenter ces savoirs d'expérience-là. On observe aussi une multiplication des résultats de recherche qui pointent des bonnes pratiques qui pourraient influencer les pratiques de gestion et les pratiques cliniques, mais plusieurs recherches démontrent que malheureusement, ces résultats de recherche-là n'influencent pas les pratiques. Des résultats démontrent que les usagers ne reçoivent pas toujours des services efficaces, reçoivent parfois des traitements inutiles ou même potentiellement néfastes. On le voit parfois dans les médias. Les usagers aussi qui ne reçoivent pas l'information nécessaire pour prendre les bonnes décisions pour leur santé. Et des praticiens, des gestionnaires, peut-être que vous faites partie de ces gens-là, qui ne reçoivent pas nécessairement les données probantes pour soutenir leur prise de décision ou leur pratique clinique, ou parfois qu'ils les reçoivent, mais qu'ils n'ont pas ce qu'il faut pour se les approprier.
Tout ce contexte-là permet de mettre en œuvre un vaste mouvement d'amélioration continue basé sur les bonnes pratiques. Donc, ce que je vais entendre par bonnes pratiques, c'est vraiment des pratiques qui ont fait leurs preuves, qui obtiennent de bons résultats et qui méritent d'être partagées pour qu'un plus grand nombre de personnes se les approprient. Donc, tout au long de la présentation, comprenez que c'est ce que j'entends par bonnes pratiques. Vous avez observé, puis peut-être même que vous contribuez à cette émergence-là, des guides de pratique qui traduisent une volonté politique de promouvoir cette qualité des interventions et des qualités des actes de gestion. Force est de constater que ces guides sont souvent élaborés grâce à des hauts standards de qualité qui permettent de mettre la rigueur au centre de l'élaboration. L'INES contribue à élaborer ces standards-là et d'autres organisations dans le monde. Ces standards-là sont fort pertinents pour nous amener à développer des guides, des outils de façon très rigoureuse, mais malheureusement, ces standards-là sont souvent très silencieux sur la façon concrète de formuler les recommandations en actions susceptibles d'orienter l'action clinique ou les actions de gestion. Et ces standards-là sont aussi peu explicites sur les stratégies pour favoriser l'appropriation de ces guides. Pourtant, des résultats de recherche pointent l'importance d'accompagner l'implantation de ces guides de bonnes pratiques, de ces outils qui font la promotion de bonnes pratiques. Les recherches pointent l'importance d'avoir une approche participative, d'impliquer les gens des milieux pour favoriser un ancrage à leur réalité, pour favoriser un ancrage aussi à leurs besoins et de les mobiliser dès le début pour favoriser leur adhésion à ce qu'on peut leur proposer par la suite. Les résultats de recherche sur le sujet aussi nous amènent à l'importance de rédiger des outils, des guides de façon conviviale, de façon à formuler des recommandations et des pratiques de façon claire, concise, à partir de verbes d'action. Et de l'importance d'avoir une approche de facilitation, je vais y revenir dans quelques minutes, qui met sur les forces puis stimule l'autonomie des acteurs quand on tente de favoriser leur utilisation des bonnes pratiques. La recherche nous démontre aussi qu'il faut utiliser plusieurs stratégies pour favoriser l'implantation des bonnes pratiques et certaines stratégies sont davantage gagnantes que d'autres, puis on y reviendra plus tard. Et la recherche nous démontre aussi que lorsqu'on veut changer des bonnes pratiques cliniques, il faut aussi modifier le processus organisationnel, travailler étroitement avec les gestionnaires pour qu'ils mettent en place, par exemple, les conditions facilitantes à l'implantation. Donc, on y reviendra aussi tantôt. Quelle approche mettre de l'avant lorsqu'on souhaite accompagner l'implantation des bonnes pratiques? J'illustre ici 3 situations pour stimuler un petit peu votre réflexion. Si j'avais l'opportunité, j'aimerais échanger avec vous, mais on va garder les moments d'échange pour la fin, étant donné le nombre de personnes inscrites au webinaire. Donc, 3 situations où vous allez peut-être reconnaître des gens de votre entourage, où vous allez peut-être vous reconnaître. Donc, Mathilde, qui est médecin conseil dans une direction de santé publique, qui reçoit une demande d'une directrice pour offrir une formation à ses intervenants. Rapidement, Mathilde souligne qu'elle a déjà du matériel puis qu'elle peut aller offrir cette formation. On a le cas ici de Yves, qui est un conseiller cadre clinique en santé mentale. Puis, lors d'une discussion de cas clinique où un intervenant mentionne que excusez-moi, j'ai un pop-up qui apparaît à mon écran. Une intervenante qui souligne qu'une usagère n'a pas réussi sa tentative de suicide. Alors, Yves réagit immédiatement en recadrant qu'on ne peut pas dire ça, qu'un suicide, ce n'est pas une tentative réussie. On doit dire que le suicide n'a pas été complété. On a le cas de Léo aussi, qui est un chercheur chevronné et passionné,
qui apprécie partager son expertise et plusieurs milieux sollicitent Léo pour partager cette expertise-là. Il sait se rendre disponible et donner son avis et identifier rapidement des pistes d'action aux problèmes soulevés. Donc, si vous étiez devant moi, je vous demanderais qu'est-ce qui se ressemble un peu dans l'approche de chacune de ces personnes-là. Et suite à vos réponses, on aurait probablement une belle discussion sur le continuum des postures, où à gauche, on a une posture beaucoup plus directive. Chacune des personnes que j'ai exposées tantôt mettent de l'avant, avec leur bonne volonté, leur expertise, en dégainant très rapidement des solutions qu'elles possèdent. J'illustre avec Dr. Haas, que plusieurs connaissent, qui est vraiment dans cette posture directive-là. Mais à l'autre opposé, il y a cette posture d'accompagnement qui mise davantage sur aller chercher l'expertise de la personne qu'on accompagne dans l'optique de stimuler son autonomie. Donc, elle implique qu'on se positionne davantage en facilitateur, qu'on invite les personnes accompagnées à mobiliser leur force, leur expertise, leur autonomie. Adopter naturellement cette approche-là implique une humilité, hein, et notre expertise, elle est présente, mais on la met vraiment dans notre poche, dans l'arrière, parce que notre but, c'est vraiment de susciter l'expertise des personnes accompagnées. Bien maîtriser cette approche-là demande du temps, puis de la compassion envers soi-même, parce que souvent, le premier réflexe, c'est souvent de transmettre son expertise. On a été formés comme ça à l'école par la plupart des mentors qui ont croisé notre chemin. Et c'est une posture qui est beaucoup plus confortable quand on est dans une approche plus directive et d'expertise. On a l'impression qu'on répond aux besoins de la personne accompagnée de façon plus rapide, de façon plus efficace. Et aussi, par ricochet, on nourrit un peu notre ego en ayant la bonne réponse. Donc, adopter une approche d'accompagnement est peut-être contre-culturelle pour nous au Québec. Dans d'autres cultures, c'est peut-être différent, mais ici, de par notre éducation, c'est peut-être différent. Vous avez ici une diapositive qui permet de comparer un peu l'approche d'accompagnement avec l'approche directive. On voit vraiment que les stratégies utilisées pour chacune de ces approches-là sont différentes. Dans une approche d'accompagnement, on va davantage écouter les besoins, écouter la personne, y aller par question, aller chercher son avis, son expertise, puis mettre notre expertise en arrière-plan. Dans une approche plus directive, on va donner notre avis, on va décider, suggérer, aligner, parfois même poser des questions fermées, ou formuler même des phrases, là, ou formuler des questions par l'affirmative. Comprenez bien qu'en illustrant ces deux approches-là, le message que je donne n'est pas de proscrire totalement l'approche directive. Elle est nécessaire dans certaines situations d'urgence ou lorsque la sécurité est menacée ou lorsque des consignes claires doivent être données. Mais l'utilisation unique de cette approche-là, la recherche le démontre et c'était mon sujet de thèse. Je m'intéresse vraiment à ça. La recherche démontre que quand on utilise cette approche-là, nos interlocuteurs confirment en nous disant « oui, oui, tu as raison », mais dès qu'ils le peuvent, ils continuent de faire à leur manière. Nous entrons maintenant en lien avec le deuxième objectif qui consiste à exposer la démarche et les outils qu'on utilise pour accompagner l'implantation des bonnes pratiques. Vous avez là les 5 étapes qui sont non séquentielles, itératives, mais pour faciliter votre compréhension, on les a déclinées ainsi. Ma présentation va permettre de couvrir chacune d'entre elles et je vais faire des liens avec le guide qu'on a élaboré, même pointer les pages du guide que je vous présente. Avant de débuter l'étape 1, simplement vous dire que la démarche qu'on propose a des principes au cœur, puis on verra comment ces principes s'actualisent, mais que l'on accompagne un changement pratique à travers le Québec
ou dans une équipe clinique ou auprès d'un groupe de gestionnaires, on implique les acteurs concernés dès le début de la démarche pour aller chercher leurs besoins. On met toujours une approche d'accompagnement à la fois dans notre posture d'accompagnement dans ces démarches-là, mais c'est la démarche qu'on tente d'insuffler en formant les gestionnaires, les superviseurs cliniques, les intervenants. On vise toujours à stimuler un partenariat en concertation tout au long de la démarche avec les acteurs partenaires du projet. On mobilise plusieurs stratégies reconnues efficaces pour entraîner les changements de pratique. J'y reviendrai tantôt. On met de l'avant autant les savoirs issus de la recherche que de l'expérience. Puis on jumelle une approche d'accompagnement avec une approche vraiment traditionnelle, plus top-down, pour assurer une cohérence avec les orientations ministérielles et même profiter parfois de ces orientations-là comme levier. Je reviendrai plus tard. En lien avec la première étape de l'approche qui consiste à élaborer la demande, vous avez dans le guide à la page 10 un aide-mémoire qui permet de cibler un peu ce qu'on met de l'avant à cette étape-là. Donc, on explore la demande de notre demandeur en essayant de vraiment creuser un petit peu son besoin exprimé. Parfois, on peut avoir un demandeur qui arrive déjà avec la solution à son besoin en disant « j'ai besoin d'un guide de pratique pour mes intervenants qui travaillent à la porte d'entrée des CIS et des CIUS ». Mais en creusant un peu, c'est quoi le problème à la base, les besoins, ça permet d'ouvrir sur d'autres choses. Puis c'est important à cette étape-là de vraiment sensibiliser le demandeur à l'importance de la prochaine étape, de faire une analyse des besoins et portrait de la situation et de le sensibiliser au fait que si on satisfait sa demande trop rapidement, on risque de mettre beaucoup d'énergie à faire son guide et tout ça, mais ça risque d'être un coup d'épée dans l'eau parce qu'on n'aura pas eu une bonne lecture des besoins et de la situation. C'est important de le sensibiliser aussi à l'approche qu'on va mettre de l'avant pour qu'il puisse voir venir les prochaines étapes, pour qu'il puisse voir venir que changer des pratiques, ça demande du temps, ça demande des étapes, ça demande de se préoccuper, d'analyser les besoins, de planifier la démarche, de piloter le déploiement et d'évaluer pour qu'il soit bien à l'affût de l'ampleur de ce que ça va demander. À cette étape-là aussi, c'est important de tenter de faire une première exploration des facteurs qui peuvent freiner ou faciliter la démarche et pour éventuellement identifier des stratégies pour composer avec ces facteurs-là. Certains facteurs sont en lien direct avec l'innovation qu'on veut mettre de l'avant. D'autres sont en lien avec les futurs utilisateurs de ce qu'on va déployer. D'autres sont en lien avec le contexte organisationnel, puis d'autres peuvent être en lien avec le contexte politique. Je vous ai donné dans cette diapositive quelques exemples de facteurs qui freinent, limitent ou restreignent une démarche ou d'autres qui peuvent la faciliter. Donc, si j'explore davantage les facteurs qui peuvent faciliter, donc en lien avec l'innovation, quand les bonnes pratiques qu'on veut implanter sont directement liées aux besoins des praticiens, c'est sûr que ça peut être facilitant. En lien avec les utilisateurs, quand ils sont ouverts aux changements qu'on propose, ça peut être très facilitant. On peut utiliser des stratégies pour stimuler aussi cette ouverture-là. En lien avec l'organisation, quand on a l'adhésion de la haute direction, ça peut être vraiment aidant. Lié au contexte politique, lorsque les bonnes pratiques qu'on veut déployer sont directement en lien avec des orientations ministérielles, encore là, il y a là un facteur qui peut être aidant. En lien avec l'étape 1, que je survole très rapidement parce qu'on a peu de temps, je veux simplement mettre en lumière un peu des pièges et des enjeux à cette étape que vous ne retrouverez pas dans le guide. Donc, le premier piège consiste à se soumettre aveuglément à la demande du demandeur. Je travaille au Québec avec d'autres équipes qui font le même travail que nous et je le vois bien comment certaines équipes, parce que c'est une demande qui vient de la haute direction, parce que c'est une demande qui vient du ministère, ils se soumettent à la demande sans tenter de négocier.
Et je trouve bien dommage qu'on ne se permette pas de challenger un peu notre demandeur. L'autre piège, c'est de répondre de façon un peu détachée à la demande en perdant de vue notre mission qui consiste à contribuer au bien-être de la population. On constate des fois des gens qui accompagnent l'implantation de bonnes pratiques, mais en y allant vraiment de façon séquentielle, en mettant en œuvre des actions, mais en n'étant pas vraiment préoccupés par la finalité qui vise à contribuer au bien-être de la population, ce qui fait des fois des rapports humains entre des partenaires où ce qui est mis de l'avant, c'est plus les enjeux corporatifs ou de financement. Donc voilà. Autre piège, c'est de se laisser envahir par les facteurs qui peuvent être vraiment immenses, d'où l'importance de les coucher sur papier et d'identifier pour chacun des stratégies pour composer, pour les décentrer de soi. Sinon, moi, je le vois comment ça peut drainer l'énergie d'une équipe que d'avoir ces facteurs-là qui nous tournent la tête comme des vilaines mouches. L'autre piège, c'est d'être dans une posture où on attend seulement des demandes de demandeurs, puis on oublie d'être à l'affût des besoins potentiels et parfois de proposer des démarches. En lien avec la deuxième étape qui consiste à analyser les besoins, grand message que j'espère que vous allez retenir, c'est si on veut vraiment accompagner l'implantation des bonnes pratiques, cette étape-là est incontournable. Souvent, le demandeur va dire, ben, c'est essentiel, ça demande du temps. Oui, c'est essentiel. Donc, à cette étape, on convient des données à recueillir pour avoir accès aux besoins, aux contextes, aux enjeux, à l'organisation des services, aux pratiques déjà en place, aux formations, au soutien clinique déjà en place. Puis, on commence à cette étape tenter d'avoir accès au savoir, aux pratiques, en collaboration étroite avec les recherchistes et les bibliothécaires. On peut utiliser différentes méthodes de collecte de données pour avoir accès à ce portrait aux besoins, sondage pour rejoindre beaucoup de gens, entrevues individuelles pour aller plus en profondeur, pour aborder des sujets qui sont plus délicats, entrevue de groupe pour avoir accès à une variété de perceptions, confrontation d'idées. Donc, il faut aussi se poser la question sur qui on va rejoindre en s'assurant d'avoir accès à une diversité de points de vue, s'assurer qu'on a des acteurs qui proviennent de différents milieux. Par la suite, on établit ce portrait-là, on collecte les données, puis on rédige un rapport qui fait état un peu des faits saillants, puis des recommandations qui peuvent orienter les suites de la démarche. Ça fait vraiment intéressant de faire valider le tout par les personnes que vous avez impliquées à cette étape. Les pièges à cette étape, c'est vraiment d'avoir une approche trop académique, puis de finalement se passionner pour chacun des détails et des nuances, et de perdre de vue que cette étape, une fin en soi, mais vraiment un tremplin pour la suite. L'autre piège, c'est de développer une loyauté extrême face aux besoins des personnes que vous avez rencontrées, qui vous ont exprimé des besoins, et là, vous vous sentez dans le devoir de satisfaire l'ensemble de ces besoins-là. Donc, il faut développer un sain détachement pour vraiment aller à l'essentiel. À l'étape de planifier la démarche, c'est à cette étape que vous pensez un petit peu la structure de gouverne du projet, très variable d'un projet à l'autre. Est-ce que vous avez besoin de comités stratégiques avec des hauts dirigeants qui vont vous aider à dénouer des enjeux stratégiques lorsque vous allez en rencontrer? Est-ce que vous voulez avoir un comité ou d'experts composés de gens qui vont enrichir les outils que vous allez développer, vous aider à les orienter. Et à cette étape, vous allez identifier les bonnes stratégies pour accompagner ce changement-là. Je vais en aborder quelques-unes dans quelques minutes. Mais c'est aussi à cette étape que vous pensez déjà un peu l'évaluation. Vous vous demandez quels résultats vous voulez atteindre. Et à partir de tout ça, s'il y a lieu, selon votre contexte de travail, vous pouvez finaliser votre offre de service ou votre devis de projet qui campe un petit peu l'ensemble de ces éléments-là.
la recherche sur les stratégies réputées efficaces permet de faire quelques constats avant de vous présenter certaines stratégies efficaces, simplement donner le message que j'ai classé ici 3 grandes catégories de stratégies. Les stratégies de diffusion des connaissances qui visent à informer, faire connaître, plus classiques. Les stratégies de partage de connaissances qui sont plus interactives, donc conférences interactives, rencontres d'échange avec des praticiens et chercheurs, et les stratégies d'appropriation des connaissances qui visent vraiment à soutenir l'utilisation par des formations orientées vers le développement des compétences, par un accompagnement, un coaching d'un superviseur clinique ou autre, par un guide de pratique à laquelle on jumelle une stratégie d'appropriation. C'est vraiment ces stratégies-là que nous, on met de l'avant dans les projets. Les autres ne nous intéressent pas vraiment. Je vous en présente quelques-unes. Donc, guide de bonne pratique avec stratégie pour favoriser l'appropriation. Je l'ai dit plus tôt, il existe des standards pour les élaborer. Ce qu'il faut retenir, c'est aussi pour élaborer un guide, il faut mettre en place un processus collaboratif avec des futurs utilisateurs. Et il faut développer un peu l'art de prendre des résultats de recherche, du savoir d'expérience, puis de le faire culbuter en pratique, en formule de façon évocatrice, simple, claire et concise. On a développé comme une petite marque de commerce dans la façon d'élaborer ces guides de pratique. Vous avez un petit schéma qui permet d'illustrer un petit peu la page type de nos guides de pratique, où on a un processus clinique ou de gestion, c'est un guide pour les gestionnaires, avec un aide-mémoire où dans la colonne de gauche, on cible les pratiques à privilégier, et dans la colonne de droite, de façon très concrète, des pistes pour l'action où on met en bouche des façons d'actualiser la pratique pour que le lecteur puisse vraiment saisir de façon évocatrice comment ça peut s'actualiser. Bien naturellement, le jugement clinique, le contexte d'intervention fait en sorte que l'intervenant va moduler tout ça. Mais notre but, c'est vraiment que ce soit le plus concret possible. Et on procède souvent à une vaste validation du guide pour permettre de rehausser le guide et d'avoir des leviers aussi par la suite qu'on fait la promotion du guide, de souligner que les utilisateurs ont souligné comment il était convivial. On utilise différentes stratégies pour favoriser l'appropriation du guide. Ça peut être des activités de développement des compétences, par exemple des formations. Lorsqu'on met de l'avant des formations, puis vous l'aurez dans le guide qu'on vous propose, la recherche nous démontre comment on a des conditions à mettre en place dans la planification de la formation pour s'assurer de mobiliser les gestionnaires, d'avoir des objectifs arrimés aux besoins, formulés en compétences et non en connaissances. Pendant la formation, de s'assurer que les stratégies soient réputées efficaces pour entraîner des changements de pratique, des études de cas, des jeux de rôle, même si les gens ne trouvent pas ça confortable, il faut les sensibiliser à l'importance que ces stratégies-là sont celles qui sont gagnantes, d'amener la formation à être interactive, à stimuler la réflexion sur la pratique, à inviter les participants à se doter d'objectifs de transfert d'apprentissage. Puis après la formation, il faut un suivi avec un superviseur clinique qui peut accompagner ce transfert des apprentissages. On peut mettre en place des communautés de pratique, des rencontres de co-développement qui visent à assurer un partage d'expertise entre nos futurs utilisateurs. Quand on mise pour une communauté de pratique, on essaie de développer ici une animation par un courtier de connaissances, donc une personne spécialiste en transfert des connaissances qui peut vraiment aller injecter les bonnes pratiques en les rendant très accessibles et conviviales. Vous comprendrez, je vais très vite pour me permettre d'aborder chacune des étapes, mais vous avez dans le guide les informations très précises sur ces stratégies-là et d'autres stratégies. Là, j'en ai abordé seulement quelques-unes pour vous permettre de goûter un peu à la saveur de ce qu'on retrouve dans le guide. Mais je me dois d'aller plus rapidement pour nous permettre d'échanger un peu. Les pièges à cette étape,
c'est de mettre en place une gouvernance de projet démesurée qui va mobiliser toute votre énergie. On met en place parfois des gouvernances avec des grands Manitou, puis plusieurs gouvernances de projets, mais on réalise que c'est pas toujours nécessaire, puis c'est ça. Parfois, ça nous amène à pas mettre l'énergie à la bonne place. L'autre piège, c'est d'élaborer un outil, un guide, une stratégie, en voulant tout mettre, en voulant tout couvrir, puis en oubliant de se dire, ben qu'est-ce qu'on peut faire rapidement et pour faire des petits pas nobles à nos futurs utilisateurs. Le piège aussi, c'est de devenir son pire ennemi. On se passionne pour le sujet, on devient expert un peu, et là, on a besoin souvent d'aide pour se sortir un petit peu de cette expertise-là. L'autre piège aussi, c'est vraiment, puis vous l'avez vécu, on l'a vécu, c'est de bichonner l'outil pendant une année, puis là, on n'a plus d'énergie, on n'a plus de temps pour penser la stratégie pour favoriser son appropriation. Enfin, l'autre piège, c'est de penser une stratégie intéressante, mais oublier de l'ancrer au plan organisationnel. On met en place une stratégie, mais on ne s'attache pas avec les ressources humaines, donc ça peut entraîner quelques enjeux que vous avez probablement vécus. En lien avec l'étape de copiloter, c'est à ce moment qu'on déploie l'ensemble de nos stratégies, qu'on continue à lire les enjeux, qu'on continue à s'adapter. À ce moment-là, parfois même la structure de gouvernance qu'on avait pensée est à revoir parce qu'elle nous permettait de valider, par exemple, le guide qu'on élaborait, mais là, on est dans un mode de déploiement. Peut-être qu'on a besoin de d'autres acteurs pour nous aider. C'est important à cette étape-là aussi de diffuser les bons coups, d'arroser les plantes et non les mauvaises herbes avec des petits feuillets d'information qu'on fait circuler auprès de l'ensemble des utilisateurs et futurs utilisateurs pour leur donner le goût d'embarquer dans le projet, puis pour leur donner vraiment le message qu'il y a un vaste changement de pratique qui s'opère. C'est là aussi qu'on s'assure aussi de la pérennité des stratégies qu'on a mis en place. Quelques pièges à cette étape, c'est un demandeur qui ne veut plus mettre d'énergie dans le projet une fois que les stratégies ont été déployées. C'est peut-être vous aussi, après avoir investi autant d'énergie, après avoir déployé les stratégies avec vos partenaires, vous avez hâte de passer à un autre projet ou un autre enjeu et un changement organisationnel majeur comme celui qu'on vit présentement, qui fait en sorte que les gens que vous aviez soigneusement identifiés, formés pour être des relayeurs sont maintenant dans d'autres postes. Évaluer la démarche à l'étape 5. Elle est à l'étape 5, mais vous comprendrez que dans le guide, on donne vraiment le message qu'on doit se préoccuper de ça bien avant. Donc, on doit vraiment penser les résultats qu'on veut atteindre, les indicateurs, les données de base, les stratégies de collecte de données. Réaliser cette collecte de données-là, analyser les données. Puis c'est aussi à cette étape-là qu'on valide que nos stratégies de pérennisation ont fonctionné. Puis l'évaluation vraiment permet de tirer des apprentissages pour bonifier notre démarche ou inspirer d'autres démarches. Quelques pièges, attendre à la fin de la démarche pour évaluer. Autre piège, c'est pas facile d'identifier les bons chercheurs pour évaluer. Un des pièges pourrait être de collaborer avec un chercheur qui utilise une méthodologie qui n'est pas du type de recherche au service de l'action. Donc, ce ne sera pas tellement aidant pour vous. L'autre piège est aussi de mettre en œuvre une évaluation où on doit composer, puis vous le vivez probablement, avec un rapport au temps très différent de celui en milieu de pratique, avec les temps liés à l'obtention de subventions, démarches éthiques, et là, ça fait en sorte que les résultats arrivent trop tard. Enfin, je vous donnerai un exemple pour illustrer un peu de quelle façon on a actualisé cette démarche-là au Québec dans un projet en prévention du suicide ou suite à une analyse des besoins dans 7 territoires où on a mobilisé une centaine de personnes. On a conçu 2 guides de pratique, un pour les intervenants, un pour les gestionnaires, que vous pourrez trouver sur le site du ministère de la Santé et des Services sociaux. Pour en favoriser le déploiement, on a élaboré une formation pour les intervenants, un atelier pour les gestionnaires et pour nous aider à déployer tout ça,
On a mobilisé 16 relayeurs régionaux, 95 relayeurs locaux qui nous ont aidés à orchestrer les ateliers pour les gestionnaires, la formation pour les intervenants. Puis à ce jour, ce projet-là a su mobiliser 1240 gestionnaires qui ont élaboré des plans d'action locaux et concertés. Et je n'ai pas le bon chiffre ici, mais je pense qu'on est rendu au moins à 16 000 intervenants qui ont été formés grâce à la précieuse collaboration de 65 formateurs qu'on a formés pour offrir cette formation-là. L'enjeu est maintenant le soutien au transfert des apprentissages dans un contexte où plusieurs de nos relayeurs ne sont plus en poste. Je vais laisser faire mon deuxième exemple, étant donné le temps qui passe et mon désir d'échanger avec vous. En espérant que je regarde le nombre de participants connectés, je vois 101, puis c'est comme si on a découvert qu'il y avait comme un plafond. J'espère que les 240, 250 ont pu se connecter, mais je redonne la parole à Mathieu qui va faire la gestion des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julie. C'était vraiment excellent, là. Puis c'était fort intéressant. Puis vous présentez vraiment, vraiment très bien, là. Donc, je pense qu'on va vous inviter à faire ça une autre fois, là. Parce que c'était vraiment très intéressant, puis vraiment parfait. Juste aller à la bonne slide. Donc, c'est maintenant la période des questions. Puis, comme vous êtes nombreux, on va essayer de répondre le mieux possible pour faire le mieux possible pour répondre à vos questions. Peut-être une chose qui est d'intérêt pour les personnes qui participent, c'est de parler un peu de votre équipe. Donc, vous avez dit que vous avez comme une vingtaine de personnes qui sont coursiers de connaissances dans votre service. Peut-être que vous parlez un peu de leur formation, leur background, puis qui fait partie de cette équipe-là. Mon micro est accessible, Mathieu, je peux répondre? Oui. Oui. C'est une équipe interdisciplinaire, des gens formés avec un doctorat en sciences, d'autres en une maîtrise en service social, en éducation. C'est très, très variable. Ce qu'il faut dire, hein, les courtiers de connaissances n'ont pas accès à une formation universitaire qui leur permet d'apprendre ça au baccalauréat. Donc, quand les gens arrivent dans l'équipe, il faut les former à le faire, d'où l'intérêt d'avoir développé un cadre de référence, un guide et de la formation qu'on leur donne, des rencontres de co-développement pour qu'ils puissent poursuivre le développement de leurs compétences. Mais ce que l'on se dit souvent, c'est que ces gens-là, puis je le partage un peu avec des équipes similaires au Québec, doivent apprendre à désapprendre ce qu'ils ont appris à la maîtrise au doctorat. C'est la même chose pour moi. Quand j'ai commencé à travailler en milieu de pratique, on doit maintenir la rigueur scientifique. La démarche scientifique est très utile, mais on doit tenter de laisser de compter la démence du détail et de la nuance pour vraiment aller à l'essentiel et se centrer sur les petits pas nobles qu'on peut faire aux intervenants et gestionnaires au lieu de penser aux règles de l'art, puis élaborer avec beaucoup, beaucoup de détails des outils, des formations qui au final, on réalise qu'on est tombé dans des pièges comme ça, étourdissent plus que d'autres choses. OK, très bien. C'est parfait. Là, il y a des questions qui vont être posées oralement. Donc, j'invite Daniel à m'aider un peu. Donc, la première question serait posée par Geneviève Deschaines. Non, désolée, j'avais pas vraiment de questions à part de dire que c'était drôlement intéressant et aussi une des choses qui m'intéresserait, ça serait peut-être de créer un peu un réseautage. Moi, je suis quand même là, de la Côte-Nord, donc loin des centres universitaires et tout ça. Donc, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'être capable de se créer un réseautage pour justement là, les meilleures pratiques, les développer et tout ça, savoir ce qui se passe un petit peu partout. Ça serait quand même un besoin assez important là, pour nous en région. Là.
Geneviève, je trouve ton idée fort pertinente, puis elle rejoint aussi une préoccupation que j'ai depuis plusieurs années. Je collabore avec certains centres de transfert, avec aussi certains SIUS qui ont des équipes un peu similaires à la mienne, mais je vois bien comment il y a un engouement pour l'accompagnement du changement, le transfert des connaissances. Donc, je prends bien en note votre proposition, puis je pourrais faire, on a la liste des personnes inscrites au webinaire, peut-être faire un appel à tous pour une proposition qui pourrait aller à ce sens-là, en collaboration peut-être avec le réseau 1, d'autres partenaires comme l'équipe Renard en transfert des connaissances. Donc, mais je vais vous revenir à ce sujet-là. Je trouve l'idée très intéressante dans un contexte où, comme on dit, c'est une pratique où on apprend sur le tas, où il n'y a pas de vérité. On gagne à éviter de réinventer la roue et de partager nos pratiques. Merci. Merci. Geneviève, est-ce que vous êtes dans ce rôle-là aussi au niveau du courtage des connaissances? Moi, je suis au niveau conseiller cadre dans la pratique professionnelle et comme on est quand même un CIS très sur un grand territoire, mais avec pas nécessairement un gros volume, je suis à toutes les sauces. Je suis psychoéducatrice, j'ai travaillé en santé mentale et en déficience, mais je vais autant au niveau de la réadaptation que la santé physique. Donc, moi aussi, là, je suis vraiment en apprentissage en même temps de faire un développement de pratique. Donc, le réseautage serait drôlement intéressant à bien des niveaux. Oui, je suis d'accord avec ça. Merci beaucoup pour ce commentaire. On va passer à la prochaine question. Il s'agit d'une question de la part de Maude-Émilie Pépin. Oui, alors c'est pas Maude-Émilie, c'est Yves Couturier. Je voudrais savoir, Mme Lane, comment vous expliquez le retour en force des approches top-down depuis 5-10 ans? Je ne parle pas que de M. Barrette, je parle à l'international aussi. Il y a une vague très forte du top-down. Je partage votre point de vue, M. Couturier. Je partage ce constat qui me désole beaucoup. Est-ce l'impression que pour les personnes qui utilisent cette approche-là, d'aller plus vite, d'être plus efficace? Peut-être à première vue, leur première impression est de gagner du temps, mais peut-être que ces gens-là, on ne les a pas suffisamment sensibilisés, accompagnés à constater que l'approche directive top-down ne fonctionne pas et n'entraîne pas de changement de pratique à long terme. Nos politiciens sont rarement dans une vision à long terme, donc peut-être que ça leur donne l'impression qu'en lien avec leur mandat, qu'ils changent des pratiques à court terme, mais il faudrait unir nos forces pour mieux sensibiliser ces gens-là au fait que c'est des coups d'épée dans l'eau quand on utilise uniquement cette approche-là. Merci, Julie. On va passer. Mathieu, je vais être curieuse aussi de poser la question aux gens. Est-ce que ça faisait sens pour eux, ce qui a été présenté? Est-ce que ça leur permettait de faire des liens avec leur pratique? Je vais être curieuse aussi d'entendre les gens à ce sujet-là, si on a le temps. Mais on va voir, peut-être qu'il y a quelqu'un qui aimerait réagir à cette question-là. Il y a Nicole Lafortune qui attend son tour. Donc, Nicole, c'est à vous. Oui, bonjour. Moi, je suis infirmière infirmière clinicienne au CIUS de la Nodière et j'ai été amenée dans le cadre du plan Alzheimer à aller développer chez les infirmières des cliniques médicales. Les renseigner sur l'évaluation et le suivi des patients qui ont des troubles cognitifs. J'ai toujours cru comme infirmière, je suis en fin de carrière, on ne devait pas donner de la formation aux gens, mais les accompagner dans ce changement-là. Je me rends compte qu'il y a des choses que j'ai faites, je suis extrêmement loin du milieu de la recherche, du milieu que vous décrivez. En même temps, je me rends compte qu'il y a eu des bons coups qui ont été faits parce que je suis allée de façon très intuitive, puis ça me permet aujourd'hui puis il y a des choses qui ont moins bien marché, puis ça me permet de recoller à la théorie. Je trouve ça extrêmement intéressant, votre présentation aujourd'hui. Puis dans les présentations à venir pour un plus gros groupe d'infirmières, ça me permettra de récupérer certaines notions là, que j'ai apprises aujourd'hui. Merci infiniment, c'est très dynamique. Et merci beaucoup à vous. Et effectivement, vous êtes nombreux à
à être intuitif, puis à mettre en œuvre certaines de ces stratégies-là parce que vous êtes sensible aux besoins, parce que vous écoutez comment les gens réagissent aux stratégies que vous mettez de l'avant. Le groupe lié au plan Alzheimer-Esprit a bénéficié de formations de mon équipe et je sais que ça faisait partie de discussions de rendre accessibles ces formations-là à d'autres régions. Donc, il y a une ouverture aussi à partager avec vos infirmières. Parfait, je retiens ça. Merci. Merci beaucoup pour cette question et commentaire. Il nous reste quelques minutes. Donc, je vais demander à Julie de répondre à quelques questions qu'on a dans la boîte de questions. Donc, voici la première, puis essaie de répondre rapidement, si on peut, pour essayer de répondre le plus grand nombre de questions possible. Donc, voici la première question. Pourriez-vous donner des exemples d'objectifs formulés en termes de compétences versus en termes d'action? C'est exactement la même chose. Formuler un objectif en termes de compétences, c'est un objectif qui est formulé de sorte à, par exemple, la formation va permettre d'intervenir auprès de personnes suicidaires. Donc, on oriente l'objectif vers des actions d'intervention, vers l'intervention. La nuance que je faisais tantôt, c'est qu'il existe encore aujourd'hui des formations où les objectifs sont formulés à partir de connaissances. Donc, la formation va permettre de développer les connaissances liées à la prévention du suicide, les connaissances liées à l'intervention. Et là, ces formations-là sont un coup d'épée dans l'eau parce qu'ils ne mettent pas de l'avant l'intervention concrète. Donc, c'était cette nuance-là que j'essayais de faire. Okay. Super, merci. Voici une autre question. En lien avec la posture d'accompagnement, quel type de facilitateur doit-on privilégier? Est-ce que le chercheur est en bonne position pour jouer le rôle de facilitateur? Sinon, quelles sont les caractéristiques du bon facilitateur? Très bonne question. Le chercheur universitaire est souvent formé à être plus dans une posture d'expertise et plus directive. Mais certains chercheurs universitaires sont capables de mettre ça de côté puis d'adopter une posture d'accompagnement. Plusieurs constats pointent vers que les chercheurs universitaires qui ont peut-être moins cette approche-là puissent travailler conjointement avec des facilitateurs, des courtiers de connaissances, des conseillers cliniques, des gens qui possèdent l'approche d'accompagnement pour les aider à être l'agent de liaison pour rendre leurs propos plus dans une approche d'accompagnement. OK, parfait. Merci beaucoup. Voici une question de Julie Racine, puis il explique un peu le contexte de sa question. Je travaille à l'implantation des bonnes pratiques en prévention du suicide et la principale difficulté réside dans la perception des intervenants qui considèrent que les bonnes pratiques sont une façon d'encadrer leur travail, un formulaire de plus au lieu de autre chose. Avez-vous des suggestions pour les aider à faire évoluer leur perception ou les mobiliser davantage? J'adore votre question, Madame Racine. Quand on élabore des guides de pratique, des formations qui mettent de l'avant les bonnes pratiques, c'est un commentaire qu'on peut attendre de dire c'est un frein à la créativité puis au jugement clinique des intervenants. Ce qu'on met de l'avant dans ces projets-là pour essayer de composer avec ça, c'est de dire les guides qu'on a élaborés, les formations sont parties de vos besoins et ont pris en considération le savoir d'expérience d'intervenants de partout au Québec. Et le guide, dans ce qu'il propose, se doit d'être très concret et évocateur. Il peut paraître prescriptif, mais ce sont là des propositions formulées de façon concrète pour que vous puissiez voir comment ça peut s'actualiser. Mais votre jugement clinique et créativité et le contexte de votre pratique vous laisse libre cours à adapter ces pratiques-là à votre réalité. C'est vraiment comme ça qu'on l'amène, puis ça finit par baisser les résistances, mais c'est vrai qu'on peut entendre ça. Mais en même temps, historiquement, dans les sciences sociales, où on avait moins de résultats de recherche il y a 10 ans, où chaque intervenant avait son autonomie et développait sa pratique comme il le souhaitait, c'était pas mauvais, mais en même temps, on passait à côté
de plusieurs opportunités où on a maintenant des résultats de recherche qui ciblent des façons efficaces d'intervenir auprès de certaines clientèles et les bonnes pratiques, les guides de bonnes pratiques permettent de les pointer pour le mieux-être de notre population. En fait, c'est un peu comme ça qu'on l'amène. Mais vous voyez que ça vient me chercher cette question-là. On l'a souvent entendu, puis c'est vraiment comme ça qu'on réussit à composer avec cette réponse. Parfait. Merci pour la question, Mme Racine. Merci, Julie. Donc, peut-être, Julie, une dernière question, peut-être 30 secondes, OK? Il y a une forte tendance pour l'implication des patients dans certaines pratiques de changement. Comment vous faites ça dans votre service? Est-ce que vous faites appel à des patients partenaires pour faire faciliter les changements dans les pratiques cliniques ou de gestion? Est-ce que c'est toi, Mathieu, qui pose cette question-là? Dans le fond, ça vient d'une question écrite dans la boîte de questions. Je salue la personne qui a rédigé cette question-là. Elle met le doigt exactement sur le défi qu'on a, moi et mon équipe. Ça fait partie, puis vous le verrez dans le guide, des intentions qu'on a d'impliquer dans nos gouvernes, puis dans les processus qu'on met en place, des usagers, mais aussi des citoyens. Et je vous dirais qu'on est vraiment à nos premiers balbutiements, puis qu'on a vraiment des pas à faire dans ce sens-là, mais c'est vraiment une volonté partagée par tous les gens de mon équipe. Alors, merci beaucoup à cette personne d'avoir posé cette question-là. On y croit. Au final, on fait tout ça pour le bien-être de la population et des citoyens et des usagers. Donc, c'est incontournable de les impliquer. Mais vous le savez, c'est pas toujours simple. Et quand on pilote plusieurs projets en même temps, donc on a moins de temps, c'est peut-être ça qu'on met de côté, mais vraiment, ça fait partie de nos intentions. Super. Merci beaucoup, Julie. Donc, je vous remercie pour cette excellente présentation. Donc, quelques informations à passer avant qu'on mette fin au webinaire. Donc, le prochain webinaire aura lieu le 20 mai. Puis, la personne invitée, c'est Jean-François Etier, qui est professeur à l'Université de Sherbrooke, qui va présenter sur l'utilisation des données des dossiers électroniques à des fins de pratiques réflexives. Donc, je vous invite à participer à ce webinaire-là. Nous sommes très désolés des difficultés techniques que certains d'entre vous ont eues aujourd'hui. On va vous expliquer ça par courriel bientôt. J'espère que ça ne vous empêchera pas à participer à d'autres webinaires. Dans les prochaines semaines, le réseau 1 va lancer leur processus d'inscription pour leur journée scientifique. Donc, si jamais vous n'êtes pas encore membre du réseau, on vous invite à devenir membre pour qu'on puisse vous tenir au courant de ce lancement-là. Puis, pour aussi avoir d'autres nouvelles de la part du réseau. Puis aussi, parfois, on vous envoie des sondages après les webinaires. Donc, s'il vous plaît, répondez à ces sondages-là. Ils nous aident beaucoup à améliorer nos processus, puis nous informer sur les meilleures pratiques, les meilleurs webinaires, d'idées de webinaires qu'on peut vous présenter dans le futur. Donc, sur ça, je vous remercie. Merci Julie, merci à l'équipe technique avec Daniel, puis à la prochaine.